RCF. Il n'est jamais facile d'oser être soi-même, surtout lorsque nous sommes pris dans une situation qui ne nous convient pas. Que ce soit en famille, au travail ou en couple, il va falloir s'affirmer et oser une parole, mettre une limite, bref, savoir dire non. Or, nous avons souvent peur de dire nos vrais désirs parce que nous n'avons pas appris à les dire, par peur du regard des autres ou encore par politesse. Pourtant, il est de saines révoltes face à des comportements infantilisants, injustes ou humiliants. Pour parler de ce mouvement d'insurrection intérieure et de sa dynamique, je reçois Isabelle Métainier, co-auteure du livre « La rébellion positive » paru chez Albin Michel. Isabelle Métainier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « rébellion » qui est un mot un peu fort ? Oui, c'est un mot un peu fort pour un sentiment intérieur fort, mais qui appelle à déjà à s'écouter, être capable d'écouter ce mouvement émotionnel qui monte et être capable d'oser le faire sortir, mais d'une manière je dirais d'une manière politiquement correcte, bien sûr, mais l'écouter, ça veut dire oser se rebeller, oser dire non et oser s'affirmer, oser affirmer ses propres choix et ses propres désirs. Oui, vous dites beaucoup qu'on n'a pas à s'opposer pour s'opposer dans une logique de destruction, mais que c'est nécessaire quand on est arrivé à un point où on se nie soi-même. Alors, dans quelle situation ? En fait, depuis l'école, depuis qu'on est petit, on nous apprend, et c'est bien normal, on nous apprend à obéir, à nous soumettre à l'autorité, et c'est absolument nécessaire pour qu'on puisse s'intégrer dans une société et puis que tout le monde puisse vivre en harmonie. Donc ça, vous ne le mettez pas du tout en cause ? Non, bien sûr, c'est absolument nécessaire. En revanche, ce qui n'est pas nécessaire, c'est d'obéir tout le temps et que ce soit une sorte de réflexe. En fait, si on sait obéir, on doit savoir aussi désobéir, en tout cas lorsqu'on est adulte. Et on doit savoir agir avec discernement et distinguer ce qui est de l'ordre de l'obéissance normale et nécessaire pour la collectivité et une obéissance anormale qui est une obéissance aveugle et qui finalement nous amène à nous renier nous-mêmes, renier nos valeurs, renier ce à quoi on croit et nous faire humilier. Et c'est là où c'est très important de savoir dire non et s'affirmer. Donc quand on sent qu'on n'est plus reconnu en tant que sujet, qu'on est nié, voire oppressé, on peut se poser la question, est-ce que je suis pas dans une obéissance servile ? Exactement, et à ce moment-là, même si ça va à l'encontre de ce qu'on a appris, et c'est ça justement qui est parfois inconfortable, c'est de se dire, finalement, si je dis non, qu'est-ce que ça va signifier pour moi, qu'est-ce que ça va impliquer pour moi ? Mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer, je dirais la tête haute, et pouvoir ne pas accepter tout et n'importe quoi, et avancer d'une manière qui soit digne pour nous-mêmes. Vous êtes psychosociologue, formatrice, vous côtoyez beaucoup le monde de l'entreprise. Généralement, c'est dans le monde professionnel qu'on a du mal à dire non, à se situer justement ? Disons que c'est dans le monde professionnel où on est le plus visible et où la norme dominante est on agit au vu et au su de tout le monde en entreprise. Donc on a peur du regard des autres et aussi peur des conséquences parce que si la peur qui est derrière dire non, c'est je vais perdre mon emploi, donc je vais perdre la sécurité, donc je vais tout perdre ma place sociale et donc on se met beaucoup de la pression. On a l'impression que dire non va être très lourd de conséquences, qu'on va remettre en cause notre vie finalement. Alors que souvent ce que j'observe, c'est les gens qui savent dire non, s'opposer, sont ceux qui vont susciter un certain intérêt de la part de leur interlocuteur en disant tiens mais celui-là finalement il n'est pas inintéressant, tiens peut-être que je vais le placer là, ou au contraire tiens il n'est pas inintéressant et ce qu'il dit c'est pas idiot, d'accord. Et en fait la personne arrive à instaurer d'autres types de rapports, c'est ça qui est intéressant, c'est instaurer un autre type de rapport avec l'autre qui soit un rapport de professionnel à professionnel, enfin en tout cas d'humain à humain. Et il est hors de question, même si on a un contrat de travail et qu'on est un collaborateur, hors de question d'accepter tout. Oui, mais justement, dans l'entreprise, qu'est-ce qui n'est pas acceptable ? Par exemple, il n'est pas acceptable de s'épuiser d'une manière dangereuse. Ça n'est pas acceptable de voir un de ses collègues se faire humilier, ou n'est pas acceptable de dire d'accord quand une personne, un manager par exemple, va dire « ce collègue-là, je vous interdis de lui adresser la parole ». Ça n'est pas acceptable, par exemple.
Ce qui peut amener une sorte de désobéissance. Oui, il n'est pas non plus acceptable de prospecter n'importe quel client. Je raconte souvent cette anecdote, mais qui est choquante. C'est un organisme de crédit. Une personne me dit, moi je suis obligée d'aller démarcher des personnes pour leur vendre un crédit, même celles dont je sais qu'elles sont surendettées. Et elle disait ça, si je ne le fais pas, j'ai des remarques et j'ai peur de perdre mon emploi. Eh oui, mais on peut le comprendre. Et s'il ne le fait pas, ce sera un autre qui le fera de toute manière. Eh ben, mieux vaut que ce soit un autre que lui. Ah oui, donc là, vous faites passer la conscience personnelle bien sûr, en premier. Et oui, parce que, et même, cette personne peut dire à son manager, non, ça, je ne le ferai pas, je veux bien faire ce qui m'est demandé, mais dans une certaine limite. Et les limites, c'est au jour d'aujourd'hui où l'entreprise vraiment demande de plus en plus d'investissement et de rentabilité, c'est important à un moment donné de dire oui, moi je suis d'accord pour être rentable et pour être un bon professionnel, mais avec des limites. Avec des valeurs. Et des valeurs que je défends. Et c'est très important ces valeurs parce que quand on les respecte, on se sent bien et droit dans ses bottes. Si on ne les respecte pas, finalement, c'est pas ça qui nous couvre du licenciement. On peut se faire licencier même si on renie ses valeurs, sauf que quand on se retrouve au chômage avec en plus des cas de conscience, on se dit finalement j'ai tout donné même au-delà de ce que j'aurais dû donner et je me retrouve quand même au chômage, on a une estime de soi qui est bien plus basse et on a beaucoup plus de mal à se relever. Isabelle Méteny, nous parlons avec vous de votre livre, La rébellion positive. Nous l'avons vu, dans l'entreprise, il n'est pas facile de dire non. Il y a beaucoup de personnes qui sont épuisées, on appelle ça le burn-out. Et aujourd'hui, on le voit, c'est une sorte de pathologie, entre guillemets, qui explose. Qui explose partout dans le monde. Comment vous l'expliquez ? En fait, on nous demande de plus en plus de travailler au-delà de nos forces. On nous demande de nous investir au-delà de ce qui est possible. Au bout d'un moment, on ne peut pas rattraper. On a des limites, et l'entreprise parfois nous demande de faire semblant de ne pas en avoir. Finalement, c'est comme si on devenait des super cerveaux sans corps. Or, le corps, il a besoin de sommeil, il a besoin de repos. Et au bout d'un moment, à force d'ignorer son corps, on est rattrapé par lui. Et de plus en plus, à force de vouloir être rentable, à force de vouloir mettre l'argent comme valeur suprême, on en oublie les gens. Et c'est ça qui provoque le burn-out. C'est aussi cette aspiration à être reconnu aussi, parce qu'on a l'impression que les gens qui se donnent corps et âme, il y a une question aussi narcissique derrière. Il y a une attente de reconnaissance, mais de moins en moins, les gens sont reconnus dans l'entreprise. C'est simplement normal. C'est pour ça aussi que je relis ça à l'école. À l'école, très souvent, un enfant a des bonnes notes, on lui fait pas de compliments, on lui dit c'est normal, c'est le jour où tu as des mauvaises notes que où là on va pas être content. Non. Quand l'enfant a des bonnes notes, c'est important de le valoriser, de dire c'est bien. Quand il a des mauvaises notes, c'est important de lui dire ça, c'est pas bien. Mais dans tous les cas, c'est important de dire quelque chose. Rien n'est normal. Surtout pas les bons résultats ou l'investissement. L'investissement d'une personne, quel que soit son âge, est quelque chose à valoriser. Isabelle Méteny, vous dites que dans l'entreprise, c'est pas facile de dire non, mais dans la famille aussi, vous dites que il faudrait s'extraire des habitudes ou des injonctions qu'on a reçues dans l'enfance pour justement oser être soi-même. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, ça veut dire que parfois, les règles familiales sont un petit peu comme une donnée première, et ces règles, on va les suivre, quoi qu'il se passe. Par exemple ? Par exemple, à Noël, on va se réunir toujours chez les parents ou les beaux-parents, parce que ça se fait depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et ce, quel que soit le prix à payer, c'est-à-dire, par exemple, alors ça peut être un trajet important. Alors ok, on peut faire un trajet important, mais le prix à payer, ça va être, on va être dévalorisé devant la famille, ou par exemple, moi j'en vois souvent des familles qui ont des enfants, et par exemple les enfants du frère ou de la sœur reçoivent plus de cadeaux que les enfants de la personne qui me parle, et elle continue malgré tout à aller passer Noël chez ses parents ou chez ses beaux-parents et accepter tous les ans que ses enfants reçoivent des cadeaux plus petits. Les enfants font des remarques en ce sens en disant mais je ne comprends pas pourquoi on a des tout petits cadeaux, les cousins ils ont des gros cadeaux, et les parents justifient ça parce que c'est Noël, ils disent mais oui, mais tu sais c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi je vois pas au nom de quoi on devrait accepter des injustices pareilles.
Et la rébellion positive, c'est simplement dire, écoutez, moi je n'accepte pas cette différence, je trouve que ça n'est pas bon pour mes enfants. Donc voilà, remettre un petit peu, carte sur table, remettre un peu un cadre en disant, on va redéfinir les règles ensemble parce que ça ne me va pas. Et si jamais la règle prévaut et que finalement on nous répond c'est comme ça et ça sera pas autrement, se donner la permission de te dire moi je ne viens plus. Ça veut dire croire en soi-même, avoir des bases intérieures suffisantes pour dire non. Alors on retrouve ça dans l'entreprise, mais aussi peut-être en couple, avec des amis ou en famille. Il faut une sécurité intérieure pour croire en sa parole et dire je vais pas forcément faire comme tout le monde et je vais oser être moi-même. Oui, il faut une grande sécurité intérieure et pour ça, il faut la construire, cette sécurité intérieure. Donc avant de pouvoir se rebeller, il faut être sûr que l'on peut assumer une certaine solitude, reconstruire aussi un réseau relationnel, reconstruire un environnement peut-être différent. En tout cas, il faut avoir des repères à l'intérieur de soi qui soit solide pour pouvoir assumer un regard sur soi pas très bienveillant. Mais comment construire la sécurité interne ? On dit souvent que l'enfance joue un rôle très particulier, qu'on se construit justement aimable ou pas dans ces années-là. Comment essayer de consolider ce qui n'a pas été consolidé dans l'enfance? Oui, alors il y a plusieurs chemins. Il y a bien sûr la psychothérapie que l'on peut faire. Il y a aussi les amis, le travail aussi, le travail bien construit avec des collègues et un responsable bienveillant et qui nous apprend quelque chose. Ça peut être aussi vraiment une source de résilience, comme on dit, une source de réparation. Oui, de réparation. Et donc on a plusieurs piliers comme ça. On a les amis, le travail, la famille, nos loisirs. S'il y a un pilier défaillant, on peut s'appuyer sur les autres piliers. Et en fait, il faut construire ces piliers. Et à un moment donné, sentir qu'on est suffisamment solide pour pouvoir remettre en question peut-être un gros pilier comme le travail. Par exemple, dans l'entreprise, si on investit beaucoup son patron et on veut lui faire plaisir comme on a fait plaisir à son papa, ça va être difficile quand même de déconstruire tout ça. Alors c'est difficile, oui. Tout dépend de la conscience que l'on a de soi et de son parcours. Et c'est pour ça que, pour moi, le chemin de vie est un chemin de conscience. C'est important d'être, de prendre de la hauteur par rapport à ses relations, par rapport à ce que l'on fait au quotidien. Et pour ça, ne pas traverser la vie un petit peu, comme ça, de manière légère, mais être capable à la fois de légèreté, de profondeur, et pouvoir se regarder pas à pas dans sa vie et en se disant, est-ce que ce que je fais là me satisfait? Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que là, je ne fais pas autrement par peur ou par choix? Et si c'est par peur, à ce moment-là, réfléchir pour faire autrement. Et vous dites que quand on se sent oppressé, à un moment donné, il va falloir dire, parler, éventuellement s'affronter le conflit. Et nous avons peur du conflit, justement. Oui, on a souvent peur du conflit. Il faut apprendre à être en conflit. Il faut apprendre à être à l'aise dans le conflit parce que le conflit permet de construire aussi. On dit souvent que le conflit détruit, mais il construit aussi. Il aide à construire des relations vraies et authentiques. Il aide à être soi dans la relation. Une relation sans conflit n'est pas forcément une bonne relation. Bien au contraire, c'est une relation qui peut, avec le temps, devenir fade, devenir tiède et sans saveur. Or, un bon conflit, une bonne relation, c'est une relation avec des conflits potentiels possibles. À traverser. Voilà, je dis pas souhaitable, mais presque. Mais en tout cas, possible à traverser et à dépasser. Alors justement, quelles sont les petites règles à connaître pour vivre un conflit de manière constructive ? Déjà, je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut, savoir quel est le but que l'on poursuit, pourquoi on est dans cette situation de conflit. Et puis, je pense qu'il faut savoir aussi être souple, accepter que l'autre soit différent, avec des idées différentes. L'écouter et qu'on puisse faire des compromis et finalement créer avec l'autre un troisième chemin. C'est pas nous qui avons 100% raison, ni l'autre, c'est nous ensemble. Et le conflit, justement, est une zone où ce nous est possible. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est l'intention que l'on met dans le conflit. Est-ce que finalement le but c'est de construire ou de détruire? C'est là la question.
Dans l'entreprise, par exemple, vous avez été témoin que des conflits traversés pouvaient déboucher sur du positif? Absolument, des gens qui étaient très très surpris de provoquer un conflit et au final me dire finalement j'ai eu et un nouveau poste et une augmentation. Alors là, ils étaient très très étonnés et c'était pour eux d'ailleurs le début d'un chemin de réflexion. Parce qu'ils se sont dit, mais finalement, c'est possible de vivre en m'affirmant. Et c'est vrai que c'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi et qu'on est en conflit, qu'on traverse un conflit, qu'une issue positive n'est pas possible. Mais souvent, on a peur de conflit parce qu'on a peur d'être rejeté et de ne plus être aimé. Et on en revient quand même à cette base fondamentale, cette question. Qui suis-je pour les autres? Est-ce que je suis aimable? Voilà, exactement. Et donc ça, c'est une question à résoudre d'abord vis-à-vis de soi et ensuite à tester vis-à-vis des autres et arriver petit à petit. Alors, on va pas rentrer tout de suite dans des gros conflits, mais apprendre déjà. Vous voyez, on fait la queue à la poste, quelqu'un nous passe devant, être capable de dire, écoutez, je vous remercie, mais je vous repasse devant car vous venez de me dépasser. Voilà, c'est un petit acte d'affirmation, mais combien d'entre nous sommes capables de le faire de manière tranquille? Isabelle Métainier, vous dites dans votre livre « La rébellion positive » paru chez Albin Michel que cette rébellion, elle peut être source de culpabilité. Et c'est cette culpabilité qui nous empêche de poser le moindre geste de rébellion, justement. Absolument. La culpabilité, il y a deux sortes de culpabilité. La culpabilité saine, quand on a vraiment fait quelque chose de mal et qu'on doit réparer cette chose qu'on a fait de mal. Auquel cas, la culpabilité, c'est un sentiment qui vise à nous socialiser et à nous rendre finalement un être sociable. Oui, ça rend service, là. Ça rend service. Mais la plupart du temps, on éprouve une culpabilité malsaine, c'est-à-dire une culpabilité inutile, une culpabilité alors qu'on n'a rien fait de mal. Par exemple, moi je connais des personnes qui, vous voyez, un manager vient les voir, leur dit, voilà, tiens, je t'ai augmenté. Ah oui, mais mon collègue, non, ton collègue, je l'ai pas augmenté pour X raison. La personne se sent coupable et finalement se dit, non, et refuse l'augmentation. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Et c'est étrange. C'est étrange. Et elle me dit, oui, je me sens coupable. Tant que mon collègue ne sera pas augmenté, je ne veux pas l'être non plus. Ou là, voilà, il y a des enjeux un peu mélangés et c'est important de se différencier de l'autre et de ne pas se confondre avec l'autre. Et encore être soi-même. Et être soi-même. Et c'est pour ça qu'on peut dire non sans se sentir coupable. Mais souvent, on se dit, si je dis non, l'autre va être triste et je ne pourrai pas le supporter. Donc, du coup, je préfère dire oui, mais c'est un faux oui. Et tous les faux oui nous minent et au bout d'un moment, nous rongent et nous rendent plus ternes et plus tristes. Donc, il vaut mieux dire non et oser affronter le regard de l'autre et construire malgré ce regard qui, parfois, oui, peut être triste, mais c'est la vie. Vous dites aussi que c'est important de reconnaître ses émotions et de les accueillir car elles nous renseignent sur l'état dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on est écrasé justement? Est-ce qu'on n'en peut plus? Ou alors est-ce qu'au contraire, on se sent soi? Les émotions sont souvent mises à l'écart. On valorise beaucoup l'intellect et le comportement rationnel. Or, en fait, les émotions nous aident à adapter nos comportements aux situations. Et si je subis une injustice, je suis normalement en colère. C'est normal d'être en colère quand on subit une injustice. Mais si je nie ma colère, si je la ravale, à ce moment-là, je vais avoir un comportement lisse alors que je subis une injustice. Et ça, c'est très mauvais pour la santé et pour la santé mentale et physique. Parce que ça nous ronge et au bout d'un moment, on peut faire un ulcère à l'estomac parce que on a une colère rentrée et on peut être complètement éteint parce qu'on a plein de colère et on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est un signe et vous nous invitez à détecter comme ça les petites émotions qui peuvent nous renseigner sur là où on en est? Absolument, les petites émotions, les petites graines d'émotions. Alors là, vous avez parlé de la colère, mais qu'est-ce qu'il y a sinon? Il y a la tristesse, la tristesse, je sais pas, le départ d'un collègue ou quelque chose qui nous affecte. Qu'est-ce qu'on fait de cette tristesse? Est-ce qu'on peut la verbaliser? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour soi-même quand on est triste? Ça, c'est important. Plutôt que de la nier, cette tristesse, et de dire je suis un vaillant petit soldat et je continue à faire comme si de rien n'était. Il s'agit pas, bien sûr, de s'écrouler et d'être dans son lit pendant des jours et des jours, mais simplement dire tiens, je vais faire un petit geste pour moi, comme on ferait un geste pour un petit enfant qui est triste.
on peut faire un petit geste pour soi. C'est peut-être pas grand-chose, mais avoir un petit signe de reconnaissance pour soi. Alors il y a aussi la peur et la joie. Et il y en a 2 autres qui sont la surprise et le dégoût. Ce sont les 6 émotions. Mais la joie, généralement, on la laisse transparaître, non? Pas forcément. Ça dépend si on l'estime légitime ou pas. Alors après, il y a plusieurs... Pourquoi on l'estimerait pas légitime? Par exemple, si on a l'impression qu'on nous a donné quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous parliez du salaire tout à l'heure. Hein. Voilà, par exemple. Ou si j'ai appris dans ma famille à ne pas me réjouir parce que, pour tout un tas de raisons, on m'a appris que c'était pas bien d'éprouver de la joie, qu'il y avait d'autres gens qui étaient tellement tristes que c'est un petit peu indécent d'éprouver de la joie. Donc là, je peux me sentir un peu coupable. Et là, on en revient à la culpabilité malsaine. La joie, c'est un formidable moteur et une formidable émotion. Isabelle Métainier, dans votre livre La rébellion positive, vous expliquez que cette fameuse rébellion, elle est personnelle, mais elle prend aussi une dimension sociale. Vous parlez d'une rébellion éthique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que une rébellion éthique, c'est une rébellion où on se pose la question, comme je le disais tout à l'heure, des valeurs, de ses propres valeurs, et de pouvoir mettre au premier plan ces valeurs. Et beaucoup de gens ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire la dignité, solidarité, le respect, voilà, le respect de l'humain. Voilà, on peut aussi partager ces valeurs au sein d'associations ou de différents regroupements et en parler. Et on peut créer des mouvements aussi, ça c'est tout à fait possible. Vous citez Gandhi, alors bien sûr c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Vous citez également Elisabeth Kubler-Ross, hein. Elle est psychiatre et elle a beaucoup travaillé sur le deuil. Et vous dites que ce sont des personnalités qui ont été contrariées par une situation à un moment donné et qui ont mis cette énergie-là au service de tous les autres, de beaucoup d'autres. Exactement. C'était des gens qui avaient beaucoup de charisme et beaucoup de conviction et qui n'ont simplement pas accepter les évidences. Donc Gandhi mangeait de la viande, à un moment donné il s'est révolté contre les ségrégations, contre les injustices et avec ses valeurs il a dit voilà, on va dire non tranquillement, calmement, mais ça on ne va pas l'accepter. Et je trouve que c'est très important de pouvoir avoir ce genre de modèle, les suivre. Ce sont des gens qui ont fédéré avec des valeurs fortes. Elisabeth Kubler-Ross, qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle a osé parler de la mort, et parler de la mort comme étant une branche de la médecine possible, alors qu'avant c'était tabou, et elle a osé parler des étapes de la mort, et c'était extrêmement tabou à l'époque où elle l'a fait. Pour oser s'engager comme ça, il faut accepter aussi de ne pas être aimé par certains. Et oui, ne pas être aimé, d'être même rejeté, décrié. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir en soi une solidité et une conviction importante. L'exemple nous montre que lorsque on s'oppose comme ça à la majorité, si on est consistant et si on est fort dans ses valeurs, on peut fédérer d'abord quelques personnes et puis un groupe de plus en plus important et finalement renverser la vapeur et imposer ses convictions. Merci à vous Isabelle Métainier. Je rappelle le titre de votre livre. Il est paru chez Albin Michel, La rébellion positive. Merci à Pierre-Henri Paget pour sa collaboration technique.